Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez sans doute deviné, je vous emmène à la découverte d'une des figures historiques les plus fascinantes, selon moi en tout cas, de l'histoire de la Russie, c'est-à-dire Catherine II ou Yekaterina II, une impératrice venue d'Allemagne et qui transforma la Russie en puissance européenne. À travers ses réformes, ses amours et ses palais, c'est tout un pan du XVIIIe siècle que je vous emmène découvrir aujourd'hui. C'est parti. J'ai choisi de parler de Catherine II parce que c'est un personnage déjà qui est très intéressant, qui a eu beaucoup d'influence sur l'histoire de la Russie, sur la Russie aujourd'hui. Ensuite parce que quand on pense à la Russie depuis la France, on imagine très souvent une société extrêmement patriarcale où les femmes n'ont pas leur place, et donc je trouve ça intéressant d'étudier ça à travers l'histoire. Donc en parlant d'une impératrice de la Russie qui a volé le trône à son mari en faisant un coup d'état, petit spoiler. Et enfin parce que Catherine II est un personnage vraiment fascinant et qui a su faire preuve d'une détermination hors du commun dès son plus jeune âge en fait. J'avais une très jolie coiffure ce matin, mais après, Madame la Princesse est passée par le métro. Et il n'en reste plus rien. Catherine II ne s'est pas toujours appelée Catherine. Elle est née Sophie Friederike Auguste von quelque chose, je ne peux pas prononcer l'allemand, en 1729 dans l'actuelle Pologne. Elle vient de la petite noblesse allemande, avec peu de fortune, mais une éducation stricte et rigoureuse, et une ambition déjà bien affirmée. Son destin bascule en 1744 lorsqu'elle est choisie pour épouser le grand-duc Pierre, qui est alors l'héritier du trône de la Russie. Elle n'a alors que 15 ans. Elle se convertit à l'orthodoxie, elle apprend le russe et elle se fait appeler, depuis cette époque, Yekaterina Alexeyevna. Déjà à ce moment-là, Catherine est bien décidée à conquérir le cœur des Russes et à faire de la Russie sa nouvelle patrie. Par exemple, quelques semaines après son arrivée en Russie, elle tombe gravement malade et elle frôle la mort. La légende dit que lorsqu'elle est au plus mal, elle demande à voir un prêtre orthodoxe et non pas luthérien, comme le voulait sa mère. Cette nouvelle fait rapidement le tour de la cour et la fait monter en estime dans le cœur des Russes, notamment dans le cœur de l'impératrice Elisabeth Petrovna, qui est alors sur le trône de la Russie. Je vais vous lire un passage de ses mémoires qui raconte exactement cet épisode. Quand ma mère me vit fort mal, elle voulut qu'on m'amenât un prêtre luthérien. On m'a dit qu'on me fit revenir ou qu'on profita d'un moment où je revins à moi pour m'en faire la proposition, et je répondis « À quoi bon? Faites plutôt venir Simon Teodorski. Je parlerai volontiers avec celui-ci. » Donc c'était le prêtre orthodoxe. On me l'amena, et il parla avec moi en présence des assistants, d'une façon dont tout le monde fut content. Ceci me fit grand bien dans l'esprit de l'impératrice et de toute la cour. Donc cet acte de Catherine, qui est pourtant très jeune à l'époque, montre sa volonté de faire partie de la Russie, de devenir russe autant qu'elle le peut. À vrai dire, en lisant ses mémoires, j'ai pas pu m'empêcher d'être très impressionnée par son intelligence humaine et sa détermination à être aimée par tout le monde. Je vais vous lire un autre passage pour l'illustrer. Donc elle écrit aussi « Au reste, je traitais le mieux que je pouvais tout le monde et me faisais une étude de gagner l'amitié, ou du moins de diminuer l'inimité, de ceux que je pouvais seulement soupçonner d'être mal disposés en ma faveur. Je ne témoignais de penchant pour aucun côté, ni me mêlais de rien, avait toujours un air serein, beaucoup de prévenance, d'attention et de politesse pour tout le monde. Et comme j'étais naturellement fort gai, je vis avec plaisir que de jour en jour, je gagnais l'affection du public, qui me regardait comme une enfant intéressante et qui ne manquait pas d'esprit. Je montrais un grand respect à ma mère, une obéissance sans borne à l'impératrice, la considération la plus profonde au grand-duc, et je cherchais, avec la plus profonde étude, l'affection du public. Catherine était une femme remarquablement instruite et intelligente, mais aussi très déterminée. Elle raconte notamment dans ses mémoires qu'elle se relevait toutes les nuits pour aller faire des exercices de russe et ainsi maîtriser la langue plus rapidement. Et vous savez ce qui l'aurait aidé? L'application Rosetta Stone, le sponsor de cette vidéo. Avec Rosetta Stone, Catherine II n'aurait pas eu besoin de sortir de son lit pour étudier le russe, puisqu'il suffit d'ouvrir l'application sur son téléphone pour avoir accès à des centaines d'exercices. Фрукты. 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 Fructe. Fructe. Avec Rosetta Stone, vous êtes en immersion dans la langue de votre choix. On vous aide à apprendre en fait d'une façon très instinctive avec des exercices qui sont basés sur des images, des illustrations, des répétitions et sans passer par une phase d'apprentissage de la grammaire absolument ennuyante. Rosetta Stone propose un grand assortiment de langues différentes, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la description qui vous redirigera vers l'application. Vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement Lifetime 25 pour les 25 langues disponibles. Pourquoi ma robe ne veut pas tenir correctement? On va cacher les problèmes. Un an après son arrivée en Russie, le mariage de Catherine et de Pierre est célébré
Elle a alors 16 ans et il en a 17. Depuis le début, le mariage avec Pierre est un désastre total. Il est très instable, il est immature, il la méprise. Mais Catherine, elle, se forge des appuis. Elle lit, elle écrit, elle observe, elle attend son heure. Je vais vous lire ce qu'elle écrit dans ses mémoires à propos de son mari. Pour moi, vu ses dispositions, il m'était à peu près indifférent. Mais la couronne de Russie ne me l'était pas. Donc on voit qu'elle est déjà vraiment déterminée à devenir impératrice. Elle écrit aussi en parlant de ses noces avec Pierre III. À mesure que ce jour s'approchait, je devenais plus mélancolique. Le cœur ne me prédisait pas grand bonheur. L'ambition seule me soutenait. J'avais au fond de mon cœur un je ne sais quoi qui ne m'a jamais laissé douter un seul moment que tôt ou tard, je parviendrais à devenir impératrice, souveraine de Russie, de mon chef. Je me disais à moi-même qu'avec cet homme, je ne manquerais pas d'être très malheureuse si je me laissais aller à des sentiments de tendresse pour lui, aussi mal payés, et qu'il y aurait de quoi mourir de jalousie sans aucun profit pour personne. Je tâchais donc de gagner sur mon amour-propre, de n'être pas jalouse d'un homme qui ne m'aimait pas, mais pour n'en être pas jalouse, il n'y avait d'autre moyen que de ne pas l'aimer. Donc, ça promet. Dans ses mémoires, Catherine II rapporte aussi que son mari joue aux poupées toute la nuit, en cachette dans leur chambre. Il fait aussi installer un chenil juste à côté de leur chambre, avec 8 ou 10 chiens, comme elle dit dans ses mémoires. Donc ça fait qu'il dormait toujours dans l'odeur des chiens. Pierre est cruel avec elle. Un soir par exemple, quand il rentre ivre, il rentre dans leur chambre à coucher et il lui donne des coups de poing pour la réveiller et pour lui faire écouter alors qu'il chante les louanges d'une autre femme. Donc évidemment, Catherine avec lui n'est pas très heureuse. À la cour, elle est isolée, ses favorites sont très souvent renvoyées, on lui interdit même d'écrire à sa mère ou de pleurer la mort de son père plus d'une semaine. L'impératrice Élisabeth est dure avec elle et la laisse à la merci de ses suivantes qui sont parfois malveillantes. Catherine s'ennuie et pour passer le temps, elle lit à peu près tout ce qui lui passe sous la main. Elle aime beaucoup l'activité physique, donc très souvent, elle s'habille en habit d'homme, elle se lève très tôt le matin et elle part chasser, tirer sur les canards, accompagnée d'un vieux chasseur. Et comme l'impératrice Élisabeth lui interdit d'utiliser une selle d'homme pour monter à cheval, donc une selle où on passe une jambe de chaque côté, elle décide d'inventer une selle adaptable, c'est-à-dire qu'elle peut, selon ses besoins, selon ce qu'elle veut faire, selon si elle a besoin de se cacher ou pas, passer une jambe de chaque côté comme les hommes, ou bien les deux jambes du même côté comme c'était plus convenable pour les femmes. J'ai trop chaud. En tout cas, la vie à la cour n'a vraiment pas l'air très confortable. Plusieurs fois dans ses mémoires, Catherine raconte des épisodes où par exemple, alors qu'elle dort dans une maison qui a été construite un petit peu à la va-vite, la maison s'effondre sur tout le monde, il y a plusieurs morts d'ailleurs. Une autre fois, la maison dans laquelle elle dort aussi prend feu. Elle raconte aussi qu'elle est obligée de cohabiter avec de la vermine, comme elle appelait ça, c'est-à-dire des rats, des souris, des animaux qui vivent un petit peu partout dans ces maisons en bois. Elle dit aussi de son mari « Quelque résolu que je fusse d'user de complaisance et de patience envers lui, j'avoue franchement que j'étais très souvent excédée d'ennui de ses visites, promenades et conversations, qui étaient d'une insipidité dont je n'ai rien vu de pareil. Quand il sortait, le livre le plus ennuyeux paraissait un délicieux amusement. 9 ans après son mariage, Catherine donne naissance à un fils, Paul, en 1754. Paul, dont la paternité sera toujours remise en doute parce qu'à l'époque, Catherine a un amant qui pourrait être le père de Paul, mais ça n'a jamais vraiment été vérifié. Quand l'impératrice Élisabeth meurt en 1762, Pierre, donc le mari de Catherine, monte sur le trône. Il a été élevé en Allemagne et c'est un grand admirateur de Frédéric II de Prusse. Et donc, dès qu'il monte sur le trône, la première chose qu'il fait, c'est de signer un traité de paix avec la Prusse. C'est un traité qui n'est pas du tout avantageux pour la Russie. Pierre oblige même les officiers russes à porter des uniformes prussiens, et donc il s'entraîne évidemment le mécontentement des Russes. Il oblige aussi les popes russes, c'est-à-dire les membres du clergé orthodoxe, à se couper la barbe, à s'habiller à l'européenne, enfin à la Prusse, on va dire. Il confisque des biens du clergé orthodoxe, il fait retirer des icônes des églises, donc en gros, personne n'est content. Mais Pierre III n'aura pas le temps de régner bien longtemps sur la Russie, puisque sa femme, Catherine, décide de prendre le trône à peu près 6 mois après son avènement, et donc elle fait un coup d'état. Pierre est arrêté, il est envoyé en prison, et il meurt très rapidement, comme par hasard, de cause naturelle, c'est-à-dire d'une colique hémorragique, comme ils l'ont indiqué. Mais bon, le doute plane. Et donc, à 33 ans, Catherine se fait proclamer impératrice et autocrate de toute la Russie. Le couronnement se fait au Kremlin, dans la cathédrale de la Dormition. Dans le musée de la trésorerie du Kremlin, encore aujourd'hui, on peut voir beaucoup d'objets qui sont liés non seulement au couronnement de Catherine II, comme par exemple la grande couronne impériale, la robe du couronnement, mais aussi des objets qui sont liés à tout son règne, comme de la vaisselle impériale, de la porcelaine, des carrosses. Je suis allée visiter le musée, mais malheureusement, on n'a pas le droit d'y filmer.
donc je vais juste vous mettre des images que j'ai trouvées sur internet. Donc comme vous l'avez déjà compris, Catherine II a laissé derrière elle des mémoires écrits de sa main, ce qui est vraiment passionnant je trouve pour se donner une idée plus personnelle peut-être de qui elle était exactement. On a en fait en direct son point de vue sur certains événements de sa vie, notamment avant son règne. Ces mémoires sont disponibles gratuitement en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. En lisant ces mémoires, on s'aperçoit très vite que c'est une femme qui est très fine, qui est très brillante intellectuellement, qui sait comment plaire mais qui a aussi des valeurs et qui est droite et ferme dans ses intentions. Dans ses mémoires, elle raconte aussi des anecdotes amusantes qui montrent un petit peu son caractère. Par exemple, peu après son mariage avec Pierre, elle doit avoir je pense 17-18 ans, elle est priée de se rendre tous les jours dans la chambre de toilette de l'impératrice, mais elle refuse parce que cette prérogative l'ennuie souverainement. Donc pour la citer complètement, ne me servait de rien à moi de faire le pied de grue dans la chambre de toilette de l'impératrice, et encore de lui être à charge. Je me plaisais mieux dans mon appartement, et surtout quand Madame Cruz n'y était pas. C'est une des suivantes, il me semble. Je lui découvris cet hiver, en parlant de la suivante, un penchant très déterminé pour la boisson, et comme elle maria bientôt sa fille avec le maréchal de la cour, ou bien elle sortait, ou bien mes gens trouvaient un moyen de l'enivrer, puis elle allait dormir, ce qui délivrait ma chambre de cet Argus hargneux. Aussitôt montée sur le trône, Catherine démontre sa volonté de moderniser la Russie. Elle s'entoure de penseurs, elle échange des lettres passionnées avec Voltaire, Diderot, elle fonde des écoles, des académies, des musées. Elle crée notamment l'Ermitage, qui est un des plus grands musées au monde. Catherine est une souveraine éclairée, mais aussi pragmatique. La question du servage, par exemple, est soulevée pendant son règne, puisque lorsqu'elle arrive au pouvoir, plus de la moitié des paysans russes sont des serfs. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à des terres et à des membres de la noblesse. Mais bien sûr, la noblesse s'oppose catégoriquement à l'abolition du servage, et donc l'idée est très rapidement oubliée. En fait, Catherine II doit son trône au soutien des nobles qui l'ont aidée lors de son coup d'État pour renverser son mari, Pierre III, donc elle peut très difficilement se retourner contre eux une fois qu'elle est montée sur le trône. Un des textes les plus célèbres de Catherine II est le nakaz, ce qu'on peut traduire comme instruction, et qui est en fait un symbole de ses ambitions réformatrices, en tout cas au début de son règne. C'est un texte inspiré par les penseurs des Lumières et dont les idées principales sont de définir des lois claires, égales pour tous, de s'opposer à la torture, à la peine de mort, des idées qui lui valent l'admiration de toute l'Europe, même si elles ne sont pas vraiment mises en pratique dans la réalité. Sous Catherine II, l'Empire russe s'agrandit et devient la plus grande puissance territoriale de son temps. Au sud, après 2 guerres victorieuses contre l'Empire ottoman, la Russie annexe la Crimée en 1783 et de nouvelles villes sont fondées comme Sébastopol, Kherson, Odessa. À l'ouest, il y a la partition de la Pologne avec la Prusse et l'Autriche. Ces conquêtes renforcent l'image de la Russie de grande puissance diplomatique et militaire. Catherine développe aussi la Russie sur le plan économique en augmentant le commerce intérieur-extérieur, la production industrielle. Elle encourage par exemple la création d'entreprises de métallurgie dans l'Oural, de tanneries, de porcelaine et aussi la construction d'infrastructures comme des routes, des canaux pour faciliter le transport, le commerce. Mais moderniser un empire, ça ne concerne pas seulement les signatures de traités, la construction de nouvelles entreprises. Catherine doit aussi peupler ces nouvelles terres et assurer la paix entre les différentes communautés. Elle fait venir des colons européens, principalement allemands, en leur donnant des terres, une exemption d'impôts et en leur laissant la liberté religieuse. Par exemple, pas très loin de Volgograd, il y a quelques mois, j'ai visité un petit village du nom de Sarepta. C'est un petit village de missionnaires allemands qui a été fondé en 1765, donc pendant le règne de Catherine II, et qui est devenu célèbre notamment pour sa production de moutarde. Si vous y allez aujourd'hui, vous pourrez voir des bâtiments d'époque qui ont été transformés en musées à ciel ouvert et où on vous raconte la façon dont vivaient ces Allemands de la Volga. À Sarepta, la vie était particulièrement stricte. Par exemple, les hommes et les femmes étaient toujours séparés, notamment à l'église. On nous a même raconté là-bas la façon dont les mariages étaient décidés. Comme les jeunes hommes et les jeunes femmes n'avaient pas le droit de communiquer, un petit enfant de moins de 5 ans était désigné pour choisir les mariés en fait, parce qu'ils considéraient qu'un enfant de moins de 5 ans est toujours un ange et non pas un être humain, et donc guidé par la main de Dieu. Donc on demandait à ce petit enfant de moins de 5 ans de piocher un nom de femme dans une urne et un nom d'homme dans une deuxième urne, et donc les mariages étaient décidés de cette façon, par la main de Dieu. Je suppose que ça rend les choses plus faciles en un sens. Pour ce qui est de la religion, Catherine est comme toujours pragmatique, donc elle prône une certaine tolérance religieuse, elle protège les vieux croyants notamment, elle tolère les catholiques et les musulmans en Russie, enfin tant qu'ils ne remettent pas en cause son autorité. Elle admet aussi le bouddhisme, qui est pratiqué notamment par des peuples sibériens, comme les Bouriates, qui habitent à côté du lac Baïkal. Je voulais parler aussi un petit peu de sa correspondance avec Voltaire, je trouve ça intéressant,
parce que c'est encore un des liens, une des passerelles qu'on a entre la France et la Russie. Catherine II et Voltaire ne se sont jamais rencontrés dans la vraie vie, mais ils entretiennent une correspondance pendant très longtemps et ils abordent des sujets passionnants comme la politique, les réformes sociales, les idées des Lumières. Catherine admire beaucoup Voltaire comme penseur des Lumières et elle se tourne très souvent vers lui pour recevoir des conseils ou tout simplement son approbation. Et de son côté, Voltaire la voit comme un despote éclairé, une souveraine puissante qui applique les idées des philosophes, mais sans abolir l'autorité monarchique. Catherine, comme elle le dit, est une philosophe par goût, mais despote par nécessité. Donc en fait, chacun y trouve son compte. Catherine bénéficie de l'esprit brillant de Voltaire, et ça lui permet de légitimer son pouvoir éclairé, comme il l'appelle. Et Voltaire, de son côté, voit en elle une expérimentation, en fait, grandeur nature, de ses idées. Catherine II soutient le développement des arts, de la littérature, de l'éducation, mais aussi l'avancée des sciences. Pour donner l'exemple russe, elle décide notamment de se faire varioliser, une technique, pas très fiable d'ailleurs, de lutte contre la variole et qui a précédé le vaccin. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais quand je lisais les mémoires de Catherine II, c'était une des choses les plus difficiles à lire, les récits de ces différentes maladies, qui durent à chaque fois pendant des semaines et qui sont vraiment terribles. Ou alors la fois où elle se fait arracher une dent et il y a une partie de la mâchoire qui part avec, mais ça fait mal, rien que d'y penser. Donc comme je l'ai dit, Catherine II développe le système éducatif de la Russie. Par exemple, en 1775 est ouvert à Saint-Pétersbourg l'Institut Smolny, qui est en fait la première école pour jeunes filles nobles, et qui est inspirée de la maison de Saint-Cyr, fondée en France à peu près un siècle plus tôt. La dernière fois que je suis allée à Saint-Pétersbourg, j'ai essayé de visiter cet institut, mais malheureusement, il était fermé, donc CRP. Pour ce qui est de l'art, elle enrichit continuellement les collections du musée de l'Ermitage, donc en faisant venir des œuvres de Paris, de Rome, mais aussi en passant commande à des artistes russes. L'Ermitage est encore aujourd'hui rempli d'œuvres qui sont liées au règne de Catherine II. Non seulement on retrouve un petit peu partout dans le musée ses portraits, ses statues, mais on peut y voir aussi beaucoup d'œuvres qui ont été ajoutées aux collections pendant son règne, comme par exemple une des pièces les plus célèbres de l'Ermitage, un pan mécanique importé d'Angleterre. C'est en fait une horloge qui représente un pan grandeur nature, posé sur une branche dorée, qui déploie sa queue et qui tourne sur lui-même. Il est toujours fonctionnel aujourd'hui. On peut aussi voir la loggia de Raphaël, une copie exacte d'une pièce du Vatican, commandée par Catherine II à un architecte italien. Elle soutient également la production de porcelaine impériale à Saint-Pétersbourg. La porcelaine devient alors un outil de prestige et doit rivaliser avec les productions européennes, comme Sèvres en France par exemple. Elle fait également transformer le palais d'été, aujourd'hui situé à Pouchkine, une petite ville qui est non loin de Saint-Pétersbourg. Ce palais a été construit pour la première impératrice Catherine, donc l'épouse de Pierre le Grand, et a été ensuite agrandi par différents monarques comme Catherine II. Elle y ajoute par exemple la galerie Cameron, une loggia à colonnes inspirée de l'Antiquité et qui sert de promenade couverte. Catherine II se sert de ce palais comme résidence d'été. Elle y reçoit des ambassadeurs et des ministres dans les grandes salles d'apparat ou encore dans la célèbre chambre d'ambre. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer l'histoire de cette chambre parce que je la trouve très intéressante. C'est une pièce qui a été offerte à Pierre le Grand, Pierre Ier de Russie, par le roi de Prusse en 1716 pour célébrer leur alliance contre la Suède. Elle est tout d'abord envoyée à Saint-Pétersbourg dans des caisses et un peu plus tard installée à Pouchkine, donc dans le palais Catherine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la pièce est ensuite démontée par les troupes allemandes qui occupent alors la région et elle est transportée à Kaliningrad où elle disparaît. Donc en fait la pièce qu'on peut voir aujourd'hui à Pouchkine est une reconstitution de cette pièce d'ambre, de cette chambre d'ambre qui n'a jamais été retrouvée. C'est un peu dommage de s'asseoir parce qu'on ne voit pas la robe dans sa magnificence. Catherine II a de nombreux favoris et amants au cours de son règne, souvent plus jeunes qu'elle, et qu'elle couvre systématiquement de cadeaux et de privilèges. Par exemple, parmi eux, il y a Grigory Potemkin, dont le nom est resté célèbre à cause des fameux villages de Potemkin, donc des villages qui étaient soi-disant factices, qui étaient construits le long des routes pour montrer que la Russie était riche et prospère, et qui était peuplée de faux villageois. Quand elle s'éteint en 1796, après 34 ans de règne, Catherine laisse derrière elle un empire à son apogée. La Russie s'étend désormais de la mer Noire aux rives glacées de l'Alaska, des steppes kazakhs aux frontières de la Pologne. Elle en a fait une puissance militaire redoutée
ainsi qu'un acteur incontournable de la diplomatie européenne. Son héritage ne se mesure pas seulement en kilomètres gagnés sur la carte. Sous son règne, Saint-Pétersbourg s'est paré de palais somptueux, de musées, de bibliothèques. Les arts, la littérature, les sciences ont prospéré comme jamais auparavant. Derrière le vernis des Lumières, cependant, certaines ombres demeurent. Le servage, que Catherine II avait un temps envisagé de réformer, reste finalement inchangé. Les paysans vivent toujours dans la misère, tandis que la noblesse jouit d'un âge d'or. L'écart entre l'idéalisme de ses écrits et la réalité de son gouvernement est une des grandes contradictions de son règne. Aujourd'hui, Catherine II est toujours une figure fascinante, célébrée comme l'une des plus grandes souveraines de l'histoire russe. Donc voilà, c'était un format de vidéo un petit peu différent d'habitude. J'avais très envie d'essayer un costume historique pour aller avec, j'avoue. C'était une des grandes motivations. Je sais que ce genre de vidéo culturelle ne plaît pas autant que les vidéos sur BFM TV ou sur les relations hommes-femmes en Russie par exemple. Mais moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire, même si ça prend du temps. Parce que ça me permet d'en apprendre plus sur la Russie. Je me plonge vraiment plus en profondeur sur un sujet que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Et donc ça me fait vraiment découvrir plein de choses. Là notamment, je suis allée visiter le palais Pouchkine juste pour ce projet de vidéo. J'ai revu l'Ermitage que j'avais déjà visité plusieurs fois. Enfin bref, ça m'intéresse. Donc merci beaucoup. Ah, ça fait mal quand même de rester dans un corset pendant si longtemps. Enfin bref, il faut que j'aille retirer cette robe avant de tomber dans les pommes par manque d'air. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre patience entre deux vidéos. Je sais que je ne suis pas assez productive. J'espère quand même vous retrouver très bientôt dans la vidéo suivante. Et voilà, à bientôt. Paka paka. J'ai chaud, j'ai chaud. C'est marrant parce que j'ai jamais eu envie d'être une princesse ou de m'habiller en princesse quand j'étais petite, quand j'étais enfant. Je m'habillais toujours en Robin des Bois, en tigre, en quoi que ce soit, mais pas princesse. En Peter Pan aussi, j'avais un costume de Peter Pan. Et c'est la première fois que je me dis que finalement, c'est bien les princesses. En vrai, c'est plus confortable d'être un Peter Pan que d'être une princesse du XVIIIe siècle. Parce que je peux pas respirer. Ah, j'ai oublié un passage. Ah non, j'ai pas oublié. У вас есть билет. У вас есть билет. Да, мне нужны деньги. Да, мне нужны деньги. А мне тоже. Ah, je filme. Oups.